on prend une partie neutre qui écoutera les deux parties et qui décidera. Ça, c'est l'arbitrage. Mais dans la société moderne, dans ces démocraties qui existent dans le monde, comme M. Bummel nous l'a démontré tout à l'heure, nous avons une machine, un mécanisme à faire le droit, la loi, et c'est le débat parlementaire. C'est-à-dire que nous élisons des représentants qui, eux, débattront de la question, établiront des principes qui nous permettront de mieux comprendre, de faire la lumière, de jeter un éclairage sur les sources de conflits dans la société. Ça, tout simplement pour que nous nous remémorions un peu le rôle de ce système. Avant, n'est-ce pas, sous le traité de Westphalie, les princes, les rois, détenaient leur pouvoir de Dieu. Maintenant, le pouvoir est transmis par le peuple. Et pourquoi pas à l'échelon mondial. Nous allons voir que d'autres personnes parlent de ceci. Einstein parlait d'un monde uni ou le néant. Et il avait même écrit au mouvement fédéraliste mondial en 1947, souhaitant la création d'un gouvernement fédéral mondial. Vous voyez ce qu'il dit, ça, justement, le pouvoir débrité de Gladio, c'était après la guerre. Il disait que ça a tout modifié, sauf nos modes de pensée. Donc, j'irais jusqu'à dire que cet attachement quasi maladif à la souveraineté totale de l'État, alors que notre attachement devrait aller à notre patrie qui est locale, nationale, continentale et mondiale. Cet attachement maladif est ce qui était décrit dans les écrits bahaïs comme du fétichisme. On y reviendra plus tard. En Suisse, Denis de Rougemont, un fédéraliste qui pensait l'Europe, qui pensait le monde fédéral uni bien avant nous, disait il faut créer un pouvoir fédéral, donc ceci en haut, n'est-ce pas, pour sauvegarder les autonomies qui peuvent être en conflit. Mais déjà Dante disait, n'est-ce pas, pour que supprimer les guerres et leurs causes, il convient nécessairement que toute la terre et tout ce qui est donné de posséder à la race humaine soit une monarchie. Bon, à l'époque, il y avait le système monarchique, le pouvoir émanant de Dieu. Vous connaissez ce poème sûrement de Tennyson, Lord Tennyson, qui parlait du Parliament of the Man, the Federation of the World. Alors, dans son traité de paix universelle, le philosophe Emmanuel Kant très clairement parle de ce patriotisme mondial, de cette gouvernance mondiale. Le droit des gens doit être fondé sur une fédération d'États libres, donc États autonomes. Et si nous allons, par exemple, en Russie, il parle à Sakharov d'un gouvernement mondial. Il y a une convergence aujourd'hui dans le monde. Et Jean Monnet, pour le citer à nouveau, disait « Nous ne coalisons pas des États. Ce ne sont pas des États qu'on cherche à réunir, mais ce sont des hommes et des femmes. » Voilà la différence, voyez. Ce sont des individus. Il faut découvrir ce loyalisme, cette identité universelle. Alors, vous vous souvenez peut-être, dans les années 60, Jean XXIII, mais déjà avant lui, Pie XII, avait parlé d'une autorité morale de compétence universelle. L'encyclique Pacem in Terris. Et Victor Hugo, ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle, demain tu seras le soleil. En Inde, nous devons travailler à l'instauration d'un État fédéral mondial. Et M. Gorbatchev lui-même, n'est-ce pas,
dit notre idéal est une communauté d'États qui est basée sur la primauté du droit. Donc le droit est fait par un parlement qui représente les peuples, et ces États subordonnent leur politique étrangère à la loi, pas à leurs premiers intérêts, à des décisions prises dans un situationnisme forcé. Et voilà Luxembourg de nouveau. Il y a 63 ans, en octobre, a eu lieu ici une conférence de Luxembourg. C'était après la guerre. Des fédéralistes, des sociologues, des juristes se sont réunis de 14 pays et ils ont créé le mouvement universel pour un gouvernement mondial, qui a été suivi ensuite en 1947 par la conférence de Montreux. Ce qui est important, c'est que cette conférence de Montreux a établi 5 ou 6 principes qu'il faut vite analyser. La participation universelle, la nécessité de transférer une part de souveraineté nationale, avant tout pour contrôler les armes de destruction massive. L'application de la loi mondiale à l'individu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, un criminel peut chercher refuge dans un autre État. Peut-être que cet État, avec Interpol, s'il y a un traité entre les États, et si cet État cherche de bonnes relations, arrêtera cet individu. Mais il n'y a pas de pouvoir mondial qui prend au collet le criminel, n'est-ce pas? Et il y a une corruption qui coûte des milliards à l'humanité et qui jette l'humanité, 2/3 de l'humanité, on l'a entendu, dans la misère. Il faudra une force de police internationale et l'idée aussi de pouvoir percevoir des impôts directs. Qui revient à la France à proposer ceci? Vous voulez le proposer au sommet du G20, n'est-ce pas, que sur les billets d'avion ou sur les transactions financières, un tout petit pourcentage irait à un fonds mondial géré par l'ONU. Il y a eu un mouvement de parlementaires, surtout en Grande-Bretagne, mais dans d'autres pays, pour un droit mondial. L'ouvrage vraiment de base, c'est un plan de réforme de l'ONU par 2 Américains, Saul était un professeur à l'université de Harvard, La paix par le droit mondial. C'est un classique. C'est un projet de réforme des Nations Unies. Et existe aujourd'hui encore le World Federalist Movement. Un autre groupement s'est constitué qui s'appelle l'Assemblée constituante mondiale. Il fallait donc réunir des délégués de nombreux pays pour commencer à écrire la constitution mondiale. Parce que tout État a une constitution. Les principes de base, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'État. Il y a eu des efforts dans ce sens, mais il n'y avait pas les moyens. Mais des politiciens très connus, anciens premiers ministres comme Clement Attlee et d'autres, soutenaient cette idée. Il y a le mouvement des citoyens du monde. Il y a aussi, ce qui est intéressant, un certain temps financé par le gouvernement de Willy Brandt en Allemagne, l'idée d'avoir un centre d'études pour une autorité fédérale mondiale. Parole de Baha'u'llah, considérer l'homme comme une mine riche en pierres précieuses d'une valeur